tous églises du monde vous emmène cette semaine en Amérique du Sud, au Chili. Ce pays de 16 millions d'habitants compte 67% de catholiques. Si le Chili connaît depuis une quinzaine d'années un boom économique marqué par le développement d'une classe moyenne, les inégalités sont aussi plus visibles. Conséquence, la drogue, l'alcool et la violence montent en puissance dans les poblations, ces quartiers pauvres du pays. Comment l'Église agit auprès des plus fragiles? Quel est aussi le dynamisme de cette Église chilienne? Eh bien, avec nous, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir sœur Thérèse Coipel. Ma sœur, bonjour. Alors, vous êtes religieuse du Prado. Le Chili, c'est votre pays de cœur. Vous me l'avez dit, vous y avez passé 30 ans. Vous êtes revenu il y a un an. Vous vivez dans la région lyonnaise. Merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Une première approche de ce que font les Sœurs du Prado. Elles sont présentes au Chili à travers des petites communautés dans les périphéries. Elles vivent parmi les familles. Alors parmi vos nombreuses missions, puisqu'il y en a eu un certain nombre sur 30 ans, vous avez accompagné des personnes alcooliques à Chillán, à 400 km au sud de Santiago. Dites-nous un petit peu, l'alcool, c'est un fléau dans ces quartiers pauvres? Fléau, je ne sais pas s'il faut dire fléau, mais oui, c'est une réalité en tout cas de beaucoup de familles. Et il y a des causes à cela. Souvent, le mal logement, le manque de travail, ce sont des quartiers périphériques, ce sont des quartiers où il y a beaucoup de manque. Et il faut compenser. Donc l'alcool, c'est une évasion, comme vous le savez. C'est une conséquence de causes plus profondes. Comment est-ce que vous avez été auprès de ces populations? Quelle était votre mission? Nous avons été envoyés par l'évêque de Chillán, du temps, qui nous a demandé d'aller vivre dans ces quartiers. Vous étiez combien de sœurs? Trois jeunes sœurs. Enfin, moi, je n'étais pas jeune, mais les deux autres, c'était deux jeunes sœurs chiliennes. Nous avons commencé avec beaucoup d'ardeur. On a cherché un petit logement là au milieu des poblations où nous avions été envoyés. Et là, on partageait la vie de toutes ces poblations. Des conditions de vie très, très simples, des petites maisons. C'était ce qu'on appelait des terrains qui avaient été pris, des tomas de terreno. Des gens sans logement qui avaient pris ce terrain et qui petit à petit avaient construit leur maison et aménagé progressivement. Bon, l'évêque était très, très préoccupé de toutes ces populations qui étaient quand même très éloignées de l'église. La paroisse était au centre et puis tout ça. Alors nous, on est fait pour ça, pour aller vivre au milieu des gens. Et c'est là qu'on se rend compte qu'est-ce qui se passe. Ce qui s'y vit. Ce qui s'y vit. Et c'est là que j'ai été amenée par les circonstances. En fait, c'était une maman qui un jour est arrivée chez nous et qui m'a dit « Ma sœur, aidez-moi. Mon fils, il était dans la rue, il avait tout vendu, il avait perdu sa femme, il avait tout vendu parce que c'était un malade. Donc, il fallait arriver à lui aider, à la soutenir. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À aider ces personnes alcooliques. Alors, on va voir un reportage tout de suite, direction le Chili, un reportage qui fait écho à votre mission auprès des familles touchées par l'alcool et son corollaire, la violence. On en reparlera. Direction Concepción, au centre du Chili. Le diocèse a repris il y a un an les rênes de la fondation Ciudad del Niño, Ricardo Espinosa, qui s'occupe de l'enfance en danger. Notre reporter Anne-Claire Huette s'est rendue au sein d'un de leurs foyers à Chiguayante. On regarde. 1, 2, de nuevo. 1, 2, 3, 4. Quelques baraques, des balançoires et un toboggan, voilà le royaume des 25 jeunes filles accueillies au foyer Maria Goretti. Celles-ci ont entre 3 et 17 ans et ont été retirées à leur famille. Todas las niñas que ingresan a un hogar de menores acá en Chile ingresan por una orden del Tribunal de Familia por alguna vulneración grave a sus derechos. Car la plupart ont été battues ou laissées à l'abandon. Certaines même ont été victimes d'abus sexuels au sein de leur propre famille. Elle, c'est Brittany, la plus âgée des filles. Elle nous raconte pourquoi elle s'est retrouvée ici. Pero si uno optando bien está en un hogar, es mucho más mejor que estar con la familia, aunque la eche de menos y todo, pero es más bien estar acá
por estar bien más psicológicamente. Au foyer, tout est fait pour les aider à panser leurs plaies. Assistantes sociales, psychologues et éducatrices veillent sur leur bien-être, car la mission de la Fondation est d'en faire des adultes épanouis. La Fundación, como una institución de iglesia, tiene que velar también por los valores y principios de la Iglesia Católica que se van entregando en las distintas casas, como son, por ejemplo, que la estructura de la casa está dada como en una familia. Dans chaque maison, on retrouve 10 à 12 filles. Elles vivent en communauté sous la garde d'une tía, une éducatrice chargée de veiller sur elles. Hacemos el papel de tía, de educadora, pero nuestro rol principal yo creo que es de mamá más que nada. Porque tú das cariño, las enseñas, las lavas, las peinas, las vistes, si se ven bien o se ven mal, y tú siempre estás ahí. Mais le foyer reste une solution temporaire. Au bout de quelques temps, certaines retourneront vivre avec leur famille, d'autres à l'inverse seront séparées à tout jamais de celles-ci en étant adoptées. Quant aux dernières, trop vieilles pour l'adoption, elles resteront ici jusqu'à leur majorité. Une réaction, ma sœur, sur ce reportage que je vous ai vu regarder avec attention? Oui, c'est vrai que j'en ai connu des foyers comme cela. Et c'est vrai que c'est une solution, mais la meilleure des solutions, c'est quand même la famille. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la famille est déstructurée? Justement. Tout le travail qui s'est fait au niveau des malades alcooliques, c'est justement pour essayer de s'en sortir, qu'ils s'en sortent. C'est une maladie, donc, mais qui a beaucoup aussi de conséquences, bien sûr, sur les enfants, sur les maris, sur les femmes. Les épouses. Mais oui, mais j'ai vu aussi des femmes atteintes de cette maladie. C'est encore plus difficile. On peut reconstruire des liens, ma sœur, c'est possible. Vous parliez de l'importance de la cellule familiale. Oui. C'est vrai que quand on travaille à cette réhabilitation, je ne sais pas comment, le soin de ces malades, il faut avoir beaucoup d'énergie et ne pas se décourager au premier insuccès. Parce que c'est vrai que c'est comme ça. Mais oui, j'ai vu. Et le premier malade que j'ai accompagné, quand j'ai quitté au bout de 3 ans, il est venu en pleurs me dire au revoir. Et moi aussi, je le vois encore, Antonio. Il m'a porté un petit scapulaire de la Vierge, de la Sainte Vierge. Un bout de tissu, oui, c'est ça le scapulaire. Hein. Oui. Alors il m'a dit, je vous offre ça parce que vous êtes ma seconde maman. Vous m'avez redonné la vie. C'est ça. Quand on arrive quand on les sort, quand on les aide à sortir de ce pas, et c'est vraiment une résurrection, c'est une nouvelle vie. Vous en avez vu des résurrections, oui, alors? Mais j'ai vu aussi des rechutes. Et des chutes. Il y a une culture patriarcale forte dans les familles. Comment ça se passe? Patriarcale, je ne sais pas s'il fallait jusque-là, mais c'est vrai que le machisme existe. Et oui... Je ne sais pas. Dans ces populations-là, oui, la place de l'homme, c'est vrai que c'est le macho. Et les femmes, les mères, dans tout ça Elles sont admirables. Oui. Admirables. Pourquoi, ma sœur? Parce que, justement, dans des conditions adverses, elles essayent de maintenir. Quelquefois, il faut qu'elles travaillent parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut qu'elles maintiennent, il faut qu'elles soutiennent leurs enfants. La plupart sont magnifiques, dans des conditions très, très difficiles. Et elles font face. Et elles essayent, oui. Et est-ce que vous l'avez observé, ça, ma sœur, malgré ces difficultés, vous parliez de ce père qui vous a donné ce scapulaire, malgré toutes les vicissitudes de la vie, la foi est bien présente? Oui. Et si bien que ce mouvement-là, ce club des malades, c'est inconfessionnel. Hein. Mais cependant, quand on peut s'appuyer sur la foi de ces malades, eh bien c'est sûr que c'est un ressort qui aide beaucoup. Et je crois que s'ils ont besoin d'un entourage affectif, qui soit absolument indispensable, la foi peut les aider beaucoup. J'en ai vu un qui était venu une fois. Lui, il n'a pas fait de cure de désintoxication,
il m'a dit, aujourd'hui, je ne prends plus jamais d'alcool. Et c'est la Sainte Vierge qui va m'aider. Et en fait, de ce que je l'ai connu, en effet, il s'est maintenu. Et sa force, c'était sa foi. Alors, le culte à la Vierge est très fort au Chili. Très fort, très fort. Bien sûr, on peut dire que c'est la piété. La religion populaire, ses traditions, on fait des mandats, on fait des promesses. Qu'est-ce que c'est les mandats? Oui, ce sont des promesses. Des promesses qu'on fait à la Vierge. On lui dit, obtiens-moi ça, et puis moi je te donne ça et ça. On marchande. On marche un petit peu. Mais je me dis, il y a une foi réelle. Je crois qu'il y a une foi réelle. Et ben oui, le culte à la Vierge, la procession. D'ailleurs, après, les fêtes nationales sont le 18 et 19 septembre. Et le dernier dimanche de septembre, c'est la grande fête à la Vierge. Parce que c'est la nationale. Oui. C'est la patronne, Notre-Dame du Carmel. Du Mont Carmel. Et la patronne du Chili. On la promène, on lui fait des... Et c'est vrai, je vous avais apporté quelques photos de ça. Je ne sais pas si on les verra. On les verra, oui, bien sûr. Il y a des processions. Oui. Ça, c'est très fort en septembre, et puis aussi à la fin du mois de Marie. Le mois de Marie se fait tout le mois de novembre, et on termine le 8 décembre par aussi une des grandes manifestations à la Vierge. Mais moi, je dis que oui, c'est un peuple qui s'exprime, il y a beaucoup de sentiments, il s'exprime, et justement, il manifeste son amour. Il faut voir comment on orne parce que la Vierge, elle est montée sur un petit podium et tout ça, et on promène, mais il faut voir comment c'est orné. C'est orné avec amour, avec des fleurs, avec dévotion. Oui. Qu'est-ce que cette foi des Chiliens, cette foi ressentie, comme vous le dites, voilà, qui transparaît très physiquement presque, je vais dire, qu'est-ce qu'elle vous a appris, vous, religieuse française? C'était dans mes premières années. Je me souviens, je portais la communion, c'était un secteur rural, je portais la communion les dimanches à une dame théophiste, je me souviens très bien encore. Elle était donc dans son lit, et c'était une femme qui avait l'habitude de la lecture de la Bible. Et puis jusqu'au jour où elle n'a pas pu lire, ce n'était plus possible, il lui restait seulement son chapelet qu'elle égrenait. Et c'est vrai que moi, ça m'a touchée. Et je me suis dit, quand il n'y a plus rien, on a toujours son chapelet pour l'égrener. Ça vous a marqué, cette image-là. Et pour autant, ma sœur, la sécularisation, elle se développe aussi au Chili. Je me dis que oui. Pas dans les proportions de la France, heureusement, mais ils ont quand même une foi plus... Enfin, elle n'est sûrement pas si enracinée, je dirais que quand même, ils n'ont que 500 ans d'histoire. Oui, mais, de l'Église. Oui. Mais c'est une foi simple. Et parce que c'est une foi quand même qui est basée sur la culture populaire, sur la dévotion populaire, mais de plus en plus sur la Bible, de plus en plus. Il se forme progressivement. Oui, c'est ça. Oui. Ça, vous l'avez vu aussi. Oui, parce qu'on l'a pratiqué. Moi, j'ai pratiqué ça tout le temps que j'étais là-bas. Leur goût pour la parole de Dieu. Le goût pour la parole de Dieu. Vous voyez, les gens, ils n'ont pas honte. Ils vont en réunion avec la parole de Dieu sous le coude. Alors évidemment, ça peut surprendre vu d'ici. Vous aviez effectivement un travail de catéchèse. Catéchèse et animation des communautés de base. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé le travail pastoral de solidarité. Mais là aussi, c'est... Qu'est-ce que c'était ce travail-là? De solidarité. Les paroisses ont toujours cette pastorale de solidarité parce qu'à cause justement de la situation des plus pauvres, il faut que l'Église soit attentive autant à enseigner qu'à donner ce signe de l'amour fraternel. Et on ne fait pas ça tout seul, on organise des groupes, des gens qui sont sensibles à ça et on travaille à connaître les réalités et voir comment on peut y faire face. Mais tout ça, c'est toujours basé, le fond, c'est toujours la parole de Dieu. C'est ça. Donc, vous appuyez sur les textes, en fait, qui rejoignent les réalités. Oui, on se réunit, on part de la parole, on voit comment cette parole nous interpelle et on voit comment la mettre en pratique.
Alors, on parlait de cette économie du pays, le Chili qui est l'un des plus dynamiques d'Amérique latine, attirant de nombreux migrants qui affluent à Santiago, la capitale située entre l'océan et la cordillère des Andes. Un tiers de la population chilienne y vit. Santiago connaît 5% de croissance par an et le plein emploi. Résultat, depuis plus d'une dizaine d'années, elle est devenue une terre d'immigration. L'Église a donc mis en place une pastorale adaptée pour accueillir les Boliviens, Argentins et Péruviens qui arrivent chaque année. Reportage dans un centre qui accueille en particulier les femmes en plein centre-ville. Ici, c'est le Siami, un centre catholique inédit à Santiago qui accueille des femmes migrantes. Celles-ci viennent de Bolivie, d'Argentine ou encore du Pérou et sont en quête d'un toit pour la nuit. ¿Qué vas a tomar, señora? Quiero yo café con leche. Café con leche y pan? Con pan, sí. Listo. Aujourd'hui, c'est un jeune couple de volontaires français qui tient la maison, car Ophélia, la responsable, est en congé. On vient ce soir la remplacer. La remplacer à la maison d'accueil, ça signifie accueillir les migrantes le soir, leur donner un lit, leur donner une petite collation et puis s'occuper de toute l'organisation de la maison, répartir les tâches ménagères, etc. L'occasion également d'échanger avec toutes ces femmes aux histoires compliquées. Celles-ci ont souvent laissé des enfants et une famille derrière elles, à l'instar de Maria, venue au Chili pour payer les études de sa fille. Aquí la estabilidad de trabajo en lo económico está mucho mejor que en mi país, en Perú. Y es por eso que he ido prolongando mi estadía de 1 año a 6 años. Ya estoy a 6 años en Chile. La plupart des migrantes sont employées de maison. Elles vivent chez leur employeur et sont chargées des tâches ménagères. Mais débarquer dans un pays totalement nouveau reste très compliqué. Mira, al principio es chocante porque no tiene papeles. Es chocante porque bueno, uno viene acá a trabajar, claro, sus costumbres es diferente al del país de diferentes países, su costumbre, la comida, todo. Es chocante cuando uno llega a primera vez. Alors pour les aider, le centre héberge en son sein une bourse du travail. Les Chiliens viennent ici déposer leur offre d'emploi. C'est le cas de Sandra qui cherche quelqu'un pour faire le ménage et la cuisine jusqu'à fin décembre. Bueno, yo vine aquí porque hace algunos años me había enterado de este centro de migración. Bueno, yo también soy extranjera, entonces me era como difícil conseguir personas que trabajaran en la casa porque no tenía tantas redes en el país. Les migrantes intéressées passent chacune un entretien avec Sandra, puis celle-ci choisit la personne qui lui semble la plus adaptée pour le poste. Pour la plupart, ces entretiens d'embauche sont les premiers. Du coup, Pauline a mis en place un atelier. Es que yo sé que las entrevistas de trabajo no es siempre fácil. J'ai proposé cet atelier de comment préparer les entretiens de travail parce qu'on se rendait compte que souvent elles passaient des entretiens de travail sans être bien préparées et parfois même des entretiens à des offres qui ne les intéressaient pas forcément. Pauline essaie alors de définir avec elles l'offre qu'elles souhaitent, les critères qui leur semblent indispensables et ceux qui sont négociables. Derrière cette pastorale des migrants, on retrouve les prêtres scalabriniens. Pour eux, l'Église doit être toujours là aux côtés de ceux qui vivent loin de chez eux. Ma sœur, alors une réaction sur ce reportage, même si les migrants, c'est une population que vous avez peut-être moins côtoyée. Oui, j'ai connu simplement des personnes qui employaient des migrants. Et en général, les femmes, qui sont souvent prises pour employées de maison, elles sont très cotisées parce qu'elles travaillent, je ne sais pas combien d'heures par jour. Elles travaillent dur. Et beaucoup d'heures par jour surtout. Ce qu'on appelle puerta adentro, elles vivent donc chez l'employeur, commencent à 7 heures le matin et finissent à des heures indues. C'est un travail que font moins les Chiliens alors... Si, font aussi. Et pour ça, il y a déjà longtemps que l'Église chilienne a organisé une pastorale pour les employés de maison. Et où elle a aidé les filles, moi j'ai participé un tout petit peu, aider les filles à se faire respecter, justement, à respecter. Elles ont le droit à une journée de congé par semaine.
bon, mais Là, vous parlez des migrants en particulier qui viennent travailler ou pas forcément des populations des Chiliens qui travaillaient. Mais les migrants, non, je n'ai pas eu de contact direct. Sinon, je vous dis comme par personne qui employait. Alors, vous êtes revenu, rappelons-le, vous êtes parti une trentaine d'années. Vous avez d'abord séjourné au Chili entre 1971 et 1997. Vous êtes revenu ensuite longtemps en France, 12 ans, et vous êtes reparti au Chili en 2010. Qu'est-ce que ça vous a fait d'y revenir? Est-ce que vous avez trouvé un pays qui était différent, qui avait beaucoup changé en 12 ans? À mon grand étonnement, j'ai eu du mal à m'y réadapter. Oui. Pour quelle raison, vous savez? Je ne sais pas, ça venait sans doute de moi. Je suis retournée, j'aime beaucoup la vie dans les poblations. Et je suis retournée dans un milieu rural. D'accord, donc il y avait un changement d'environnement. Voilà, il y avait des besoins, il y avait une sœur qui était décédée, il y avait des besoins. Bon, je suis allée là, donc il a fallu accepter cette nouvelle mission. Et puis après, c'est vrai que le pays avait quand même beaucoup évolué, beaucoup changé. Qu'est-ce qui vous a frappé en y arrivant? Des choses positives. Les routes goudronnées, les maisons meilleures, beaucoup de des logements. Bien sûr, c'est des logements petits, mais de meilleure qualité. L'eau dans la maison, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui... Oui, il y a une vraie amélioration, mais j'ai vu aussi dans mon dernier séjour la situation des femmes. J'étais là dans une région rurale, et qui s'est beaucoup développée au niveau de la culture des fruits. Et vous étiez dans le centre du pays, oui, Pelarco. Oui, Pelarco. Et donc, beaucoup de grandes exploitations avec des fruits, et puis c'était un pays de soleil, un pays qui produit des très beaux fruits. Mais le travail des fruits, c'est surtout un travail de femme. Et que c'est dur, la vie pour les femmes. La pénibilité pour les femmes. La chaleur. Elle se lève à je ne sais pas quelle heure, elle y travaille. On avait une sœur qui a participé avec elle à la récolte des fruits. Mais c'est vraiment très, très dur, physiquement. Et elles ont leur travail de la maison à faire avec les enfants après au retour. Et ce sont les grands-mères qui gardent les enfants de la journée. Vous avez eu le sentiment que ces inégalités qui apparaissent avec l'émergence d'une classe moyenne, mais en même temps des écarts peut-être plus forts entre différentes classes sociales. Ça c'est un élément que vous avez pu observer? Oui aussi, mais je me dis quand même, c'est vrai. Mais il y a davantage de travail. D'accord. Donc s'il y a davantage de travail, il y a quand même les pauvres, ils ont la possibilité d'avoir... Une source de développement possible. Oui, oui. Un gros effort pour l'éducation des enfants, un gros effort. Elles font des sacrifices, les familles font des sacrifices extraordinaires pour que les enfants puissent accéder à l'école. Oui. En tout cas, pour terminer dans les dernières minutes de cette émission, il y a plusieurs actualités qui touchent l'Église du Chili cette année, en 2014. Tout d'abord, l'archevêque de Santiago, Monseigneur Ricardo Ezati Andrello, qui a été créé cardinal. Il se rendra au Vatican pour recevoir des mains du pape François la barrette cardinalis le 22 février. C'est une bonne nouvelle pour l'Église chilienne? Je crois, oui. Je le connais de loin, bien sûr, puisque je n'ai pas eu directement contact avec lui, sinon pour l'enterrement de Pierre Dubois. C'était lui qui célébrait. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Et pour l'Église universelle. Et vous évoquiez aussi la mort d'un prêtre. Il y en a eu un autre aussi, le père André Jarlan. Son compagnon. On va fêter en septembre prochain le 30e anniversaire. 40 ans. 30 ans 30e, de sa mort. En quoi est-ce que ce prêtre a marqué l'Église là-bas? C'était le compagnon de Pierre Dubois. Il n'a pas beaucoup vécu, lui, il n'a pas eu le temps de vivre, il a vécu à peine 2 ans. Mais il était compagnon de Pierre Dubois, et Pierre Dubois, c'était vraiment un prophète. Une figure. Ah, c'était un prophète. En quelques mots, en quoi est-ce que le père Dubois a marqué? Il a marqué beaucoup parce qu'il s'est vraiment engagé de très près dans une période de dictature très difficile. Les années Pinochet. Oui. Alors, il s'est engagé en soutenant les organisations des gens de la population dans une méthode Gandhi. C'était vraiment la résistance pacifique. Il a vraiment... Oui, alors bien sûr, il avait des grands ennemis. Et en fait, quand on a attaqué la
sa population, là où il est mort, André Gerland, ce n'était pas André Gerland qu'on cherchait, c'était Pierre Dubois qu'on cherchait. Et c'est André qui a reçu. Pour vous, c'est quoi le défi pour l'avenir de l'Église chilienne? La formation de ces chrétiens, la formation des laïcs. Il y a un gros... C'est commencé il y a longtemps, mais c'est là qu'il faut continuer d'approfondir, de développer les mouvements d'Action catholique. Il semblerait qu'ils n'ont plus la vogue. Donc, bon, l'important, c'est la formation. Donc, si ce n'est pas par ce biais, ce sera par un autre. Mais enraciner la foi vraiment dans la parole et faire que les laïcs, ben oui, à partir de leur connaissance de Jésus-Christ, à partir de l'Évangile, puissent aller transformer cette société pour qu'elle soit plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. Merci beaucoup, sœur Thérèse Coppel, pour votre témoignage sur l'Église chilienne, un témoignage que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.